on n'avait plus de thunes de côté et qu'on était dans la merde. En fait, l'école, déjà, c'est le piège avant l'entreprise, tu vois. Tu peux tirer une carte, oui, si tu veux. 26. Antoine, il a des tirages là depuis le début. Félicitations. La première partie est terminée. Les joueurs en pole position sont Antoine, Eddy et Samy avec 2 jetons de victoire. À présent, deuxième partie. Le jeu évolue. Jusqu'ici, vous avez lu la table. À présent, vous pouvez l'influencer. Les cartes entrent en jeu. Elles peuvent créer un avantage, renverser une position ou exposer davantage. Chaque choix aura un impact. À vous de décider quand intervenir. C'est pas là où tu démarres, c'est plutôt là où tu arrives à la fin. Vous pouvez se targuer de dire qu'on était des sales de Ligue des Champions, mais des entrepreneurs de Détroit départemental qui jouaient le dimanche matin. T'as un vocal de 7 ou 8 minutes de fin de collab qui nous démonte. Banquier, distribué. Exodia le maudit. 10 souvent. Moi, j'ai un stop. 13. On la carte. Antoine, tu es dans le viseur. Antoine, il y a forcément une période où tout aurait pu s'arrêter. C'était quand? J'ai la ref. Il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai la ref. Dans les premiers mois, on a eu des collabs très compliqués. Si je parle en tout cas dans le scope Striker. Avec Hugo, on était... Alors, le tout premier collaborateur, c'était Augustin, qui est encore là aujourd'hui et qui est COO. On a eu des grosses remises en question pour des mauvaises collabs, des mauvais choix qu'on a fait, et on en prend l'entière responsabilité avec Hugo. Des mauvais choix de clients par rapport à notre offre, qui n'était pas du tout adaptée. Où on s'est cru les meilleurs et on allait révolutionner le marché de notre client, alors que pas du tout. Quand tu as déjà une base qui est pas solide, tu peux pas faire grand-chose. Où on s'est remis en question si nous, on était des bons entrepreneurs. Vous pouvez se targuer de dire qu'on était des sales de Ligue des Champions, mais des entrepreneurs de Détroit départemental qui jouaient le dimanche matin, où on n'a pas encore le niveau Ligue des Champions en tant qu'entrepreneur, mais on monte petit à petit le niveau. Donc ouais, c'était au tout début de Striker. C'était très compliqué. C'était un side job, d'abord Striker. On avait un job principal en tant que freelance dans une société, Voldemort. Et donc, ça me fait repenser au focus que tu disais. Là où tout a changé aussi, pas le sujet de la question, mais qui peut être une bonne continuité, c'est quand on s'est dit, on y va à pleine balle et on assume et on pose nos coronets sur la table et on fait tapis. C'est comme toi, en vrai, Eddy. Si tu veux le parallèle, hein. C'est quand vraiment tu te dis, vas-y, quand t'es sur 2 trucs en même temps, tu peux pas être focus et tu peux pas vraiment faire scaler un business. Et quand t'es dos au mur, que tu fais un all-in et que tu te lances à 100%, et c'est là qu'on a décollé avec Antoine. Hein. Et parce que j'ai vécu une situation très dure aussi l'année dernière à un moment donné, et je m'attendais pas du tout à réagir comme ça. Vous, à ce moment-là où vraiment, est-ce que vous vous rappelez du moment précis où vous êtes là en mode putain, c'est vraiment la merde là? Ah bah oui, je me rappelle. Ouais. Okay. C'était physique. Hein. Okay. Déjà, t'as la haine contre toi-même. Tu as fait quoi? J'ai fait quoi? Est-ce que t'as fait quoi? Genre, le client, il t'a dit quelque chose, il t'a secoué. Ouais, parce qu'en plus, il te remet en cause. Et en fait, tu reçois, t'encaisses. Et ça te fait mal parce que on remet en cause ton bébé, donc on te remet en cause toi. Donc tu le prends personnellement aussi. On a eu d'autres déboires après, hein, puis qui passe plus facilement. Ouais. Mais après, je l'esquive aussi plus facilement. Des personnes veulent te mettre des choses sur le dos. Mets-les-moi sur le dos, moi j'ai autre chose à faire et puis on avance, tu vois. C'est pas un problème. Donc ouais, ça fait mal. Mais t'apprends aussi à te créer une carapace par rapport à ça. De toute façon, des coups, t'en prendras tout le temps. Il faut juste savoir avancer et dire est-ce que les mots de cette personne doivent t'impacter toi en tant qu'homme. Et c'est la question que tu dois te poser, quoi. Question pour un champion, les coups, tu les encaisses ou tu les bloques? Certains, t'aimerais les bloquer, mais tu les encaisses. C'est plutôt ça ma réponse. J'ai pas la prétention de me dire que je les bloque tous, quoi. Après, tu peux les esquiver. Hein. C'est pour ça que je pose la question. Je pense qu'au début, tu les encaisses directement. Et c'est ça qui te permet de savoir justement ce que c'est une mauvaise collab et quels sont les red flags que tu vois pas au début quand tu lances ta boîte. Et après, une fois que tu as pris quelques claques, tu vois quand un client vient vers toi et que c'est pas solide et en fait ça sert à rien parce que nous on vient juste accélérer des performances. Mais en fait, si ça performe pas dès le début, on peut pas faire de miracle. Pas de la magie, et je me rappelle encore d'un vocal de 7 ou 8 minutes de fin de collab qui nous démonte nos premiers clients. Mais qui ne performait pas lui. Donc en fait, nous, qui accentuons les performances, ça marche pas. Et si le client vend pas, en fait, nous, on peut mettre les meilleurs commerciaux du monde, ils vendront jamais mieux que lui. Et en fait, ça, on l'a compris rapidement. Mais au début, justement, on a pris les coups. Et maintenant, quand on a ces red flags-là,
on les esquive parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas justement à faire Mais mieux. on apprend à les assez. Anticiper. Ouais, On anticipe, ouais. je sais plus que le mot que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. Mais anticiper, c'est très Il bien. est très bien. C'est cadeau, c'est pour moi. Anticiper en tout cas des coups qui peuvent venir. Mais c'est l'expérience. Et en vrai, on est en pleine phase d'apprentissage dans tous les cas, quoi. À ce moment-là, c'était vous qui faisiez les calls ou il y avait déjà des équipes en place? Non, là c'était nous chez Striker, on n'a jamais fait des calls de vente pour des clients. Okay. C'est de la gestion de call, gestion de pôle diamétralement. Mais j'ai l'impression, tu vois, quand t'es une agence de vente ou même dans notre posture où on fait du setting gear, les gens, à un moment donné, et c'est un truc que je me répète là depuis 4-5 mois, où je vois des choses qui se passent où j'ai l'impression ils oublient qu'en fait c'est des humains qui collaborent ensemble et qu'ils ont que le truc transactionnel. Et même si t'as un client, en fait, que ça se passe mal, c'est un sujet. La base de la collaboration, c'est OK, on se fait confiance, tu vois. Et juste, par exemple, ce vocal dont tu parles, je trouve ça mais ahurissant qu'il s'est pas dit vas-y, je vais l'appeler propre, je vais tout lui expliquer, ce sera constructif. C'est notre faute. Moi, je te le dis, c'est notre faute. En fait, c'est à nous aussi. On dit qu'on change le jeu, mais changeons le jeu même dans les relations. C'est aujourd'hui comme on veut mener les relations avec nos clients, c'est aussi changer le rôle de l'agence pour ce client. Et le marché, en fait, il a tellement été mal éduqué à ce sujet, de prendre les agences et de les jeter comme si c'était pas des humains. Ouais, t'as raison. En vrai, c'est à nous de faire changer les choses aussi. Sans dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est s'habituer avec les habitudes du client et de faire tout doucement changer vers des choses qui sont plus mais là, c'est même en delà du côté business que j'entends que et c'est ultra important justement que vous remettiez un peu un cadre là-dessus. Genre, humainement, de base, il y a un truc qui va pas, tu as boutique de téléphone, ça marche pas le téléphone, tu vas le voir, tu dis écoute, ça marche pas, regarde, ça mais en fait, le truc, c'est que quand tu prends de la masse, dis-toi, il y a des gens, ils ont des garanties sur nos produits, par exemple, et il y a des gens, ils ont honte de venir nous voir pour nous dire ouais, ma batterie, elle se décharge vite. Dis-toi, mais c'est une minorité. Et en fait, le problème de ce genre de situation-là, c'est principalement des non-dits. En fait, le fait de pas exprimer ce que tu ressens à un instant donné, tu dis c'est pas grave, et en fait, t'accumules les c'est pas grave, et à ce moment-là, tu te retrouves avec un vocal de 8 minutes. Mais tu vois, ce qu'il dit, c'est drôle, parce que si je fais le parallèle avec le sport, moi, c'est la même chose. Quand je fais du coaching, quand j'accompagne les personnes, je leur dis toujours, j'enflamme déjà quelque chose qui est enflammé. Et je peux pas arriver à allumer une flamme qui n'existe pas. Et les gens, quand. Jean-Claude Van Damme. Fais gaffe, je vais faire un grand écart. C'est bon. Je vais faire un grand écart. Si tu me fais, je fais un grand écart. Et du coup, je leur dis toujours, en fait, je vais pas changer. Moi, j'apprends aux gens à se défendre. Par contre, les gens, parfois, ils te posent la question, mais est-ce que si je me fais agresser dans la rue, je vais réussir à me défendre? Ça, il n'y a que toi qui sais, mon frère. Il n'y a que toi qui sais, donc je pourrais pas t'aider. Mais par contre, moi, je suis là pour aider les gens. Mais si ça vient pas d'eux, s'ils font pas l'effort d'eux-mêmes, moi, je suis pas du genre à les appeler, tu vois, tu viens, faut que tu viennes. Faut que ça vienne d'eux. Quand ils sont là, ils sont chauds, j'accélère le processus, comme tu as dit, mais je suis pas là à les lever de leur lit, etc. Et c'est un peu, en fait, dans tous les domaines qu'on voit ça. Les gens, ils pensent que c'est toi qui vas leur apporter la solution, alors qu'en fait, pas du tout. Tu es là juste pour accompagner, pour. Totalement d'accord. Bon, après, il y a un minimum quand même à amorcer, je trouve. Par exemple, genre, on va parler de ceux qui vendent des formations, des infoproduits. Je trouve que les gens, ils sont trop laissés à leur libre. Il y a un minimum d'amorçage à faire pour que la personne elle puisse justement s'enflammer. Avoir un coach, par exemple, quelqu'un qui est là pour... Surtout quand tu es dans du coaching. Ouais, mais tu vois, rien que déjà appeler une personne, c'est déjà une démarche. Ouais, tu vois, appeler la personne, prendre contact, réserver un abonnement, un coaching, tu vois, c'est déjà une démarche. Après, si la personne a fait que ça et après elle fait plus rien derrière, si tu lui fais un programme et qu'elle le respecte pas, tu peux pas être tout le temps derrière elle. Si tu lui fais un programme alimentaire et que derrière ça va manger McDo, c'est clair. La voix vous remercie. Banquier, reprenez. Carte à 13. 16. Reste à 16. 14. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, tu peux me répondre. T'as combien, mon grand? 10? Eh bien, écoute, on va y aller, ensemble. 21. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? Elle est belle. Non, Reste à 19. je reste à 19, ouais. 5. tire. Ah, je serais pas allé, moi. 14. Tire. 16. Ah ouais, j'ai que des dilemmes. N'y va pas. En fait, dis-toi, Tu vas s'il tire. Attends, j'y vais. Après, t'as ta carte, hein. Attends, si jamais. plus un. Ah, bien joué ça. Bilal, vous avez décidé de jouer la carte Flex. Flex, carte d'ajustement stratégique. Un point de plus, un point de moins. Parfois en performance, tout se joue sur un détail. Banquier, exécutez les faits. Plus un, je suppose. Je le suppose aussi. Vous avez donc 17. Et les cartes de la banque. 15. 17. Quel gagnant? Au début, j'ai hésité à sortir cette carte-là. J'étais pas sûr. Et finalement, quand c'est passé, j'étais content. Je me suis dit, c'est ce qu'il fallait faire au bon moment. Et je suis content, comme un petit crochet à la mâchoire en 20 secondes. Avant la suite de l'épisode, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, à mettre en commentaire quel est le prochain performeur que tu veux voir dans le teaser. Un sportif, un entrepreneur, à toi de nous dire. On fera tout ce qu'on peut pour le ramener en tout cas. Deuxième manche.
Blackjack. 19. Punaise, mais lui, il a des mains maintenant. Reste à 19. 16. Eddie, tu es dans le viseur. SDR de l'année, meilleur account exécutif du mois chez ces géants. Qu'est-ce qui vous a permis de devenir une référence dans votre domaine ? Eh bien, c'est une très bonne question. Merci la voix. Je pense que ce qui a permis de faire de moi un très très bon commercial, c'est le fait d'être une très bonne éponge. En vrai, quand je vois des gens faire des choses, j'arrive très rapidement à faire ce qu'ils font. Alors peut-être pas des coups de coude, mais en tout cas sur la vente, je me souviens que très tôt quand j'étais chez Meta, j'avais un mec qui était au-dessus de moi et qui était là depuis longtemps, qui avait bossé, qui avait fait une école de co et tout. Moi, j'ai pas du tout fait de grand parcours comme ça. J'étais très vite dans le dur et je passais mon temps à écouter ses appels. Je passais mon temps à réviser les week-ends, les use cases par cœur. Vraiment, je m'imprégnais à fond de tout ce que je voyais. Mais je regardais pas que ce qu'il faisait lui. J'allais voir aussi tous les autres dans d'autres pays, etc. Et du coup, très rapidement, j'ai inventé un peu mon style, qui était pas en fait mon style, mais qui était un copier de tous les autres. Par exemple, même dans nos relations, je vous pose beaucoup de questions sur comment vous faites des trucs et tout. Parce que je trouve que c'est ultra intéressant de poser des questions, de s'intéresser aux gens, plus que de raconter nous ce qu'on fait, parce que d'un moment tu tournes autour de la même chose. Et donc ouais, en vrai, je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller très vite, très haut, c'est le fait de pouvoir éponger. Et à l'inverse, je suis quelqu'un aussi qui rend beaucoup. Ça, c'est pour tous mes followers sur LinkedIn. J'ai beaucoup de plaisir en vrai, je passais beaucoup de temps quand j'étais en job dans des grosses boîtes à prendre du temps gratuit avec des gens pour les aider sur leur CV, les coacher gratuitement sur de la vente. Je le fais encore, tu vois. Je trouve que, en fait, c'est un peu une histoire de karma et de synergie où, en fait, si tu donnes, au bout d'un moment, quelqu'un va te rendre, puis un jour, tu vas échanger avec quelqu'un de plus grand que toi. Donc, toi, c'est cool si t'aides quelqu'un qui est plus petit, et ainsi de suite. Donc, ouais. L'histoire de l'éponge. C'est ta curiosité, en fait, qui a fait la différence. Ouais, clairement. Et ce que tu partages, ce qui t'a servi pour ton parcours, nous, on le dit à tous nos sales. C'est en fait écouter des appels d'Antoine, de moi, de nos managers maintenant, parce qu'on n'en passe plus. Mais en fait, il n'y a pas une bonne méthode. Mais en fait, quand tu prends plein de tips à droite à gauche, tu arrives à te créer ta propre méthode et ton propre script et ta méthodologie de vente, en fait. Et c'est ça, en fait, qui crée vraiment ta force et ta DA, tu vois. Moi, ce que j'admire chez les commerciaux, c'est ceux qui ont leur patte. Il y a des commerciaux qui sont pas du tout dans mon style, parce que moi, je vais être plutôt un style, vous l'avez compris, excentrique. Mais même si je me tiens, ça va, mais j'ai quand même un style très, on va dire, jovial dans des appels. On reconnaît un peu ma patte comme ça. Là où il y en a que je connais qui sont très très bons et qui sont plus calmes, peut-être plus avec ton tempérament et qui vont rassurer aussi les clients. Et pour moi, il n'y a pas un style parfait, mais en fait, c'est trop bien quand justement dans ta façon de faire de la vente, tu ressens qu'il y a ton petit truc à toi, ton petit switch. Ça peut être en intro, ça peut être en CT à la fin, en conclusion. Mais ouais, c'est vraiment ce que j'admire et qui fait la diff quand même t'as un sales en entretien, tu vois. Est-ce que tu penses que t'as plus donné ou est-ce que t'as plus pris des gens ? Est-ce que tu as plus donné aux gens ? Est-ce que tu as plus pris des gens ? Parce que tu as dit que tu as beaucoup observé. C'est une très bonne question, très bonne question. Qu'est-ce que donner, Eddy ? Il faut s'arrêter sur cette question, en fait. Qu'est-ce qu'elle en pense, la banque ? Objectivement, je pense que les gens diraient que j'ai plus donné. Ouais, je pense que j'ai plus donné. Et même dans la vie perso, à un moment donné, je faisais des exercices le soir où j'allais sur j'avais un petit livre. C'était un moment où je me posais des questions sur le fait d'être heureux. Et en fait, je me notais 5-6 trucs. C'était en mode, OK, est-ce que j'ai donné de l'amour aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça peut être juste un regard à quelqu'un, cordial, une mamie que tu laisses passer, ce genre de choses. Je te vois venir, c'était sûr. Pas la mamie. Ça peut être aussi, OK, qu'est-ce que j'ai reçu ? En fait, en prenant le temps d'écrire ces choses-là, je me rendais compte que je donnais plus que ce que je recevais. Mais aussi, je pense qu'on se rend pas compte le nombre de choses qu'on reçoit dans la journée. Parfois, c'est des petits trucs très légers, mais qui font quand on les mentalise sur le coup, on les conscientise, c'est là où on se dit putain, c'est vrai que en vrai autour de nous il y a beaucoup d'amour, contrairement à ce qu'on peut croire et voir et lire dans les médias, quoi. Et tu continues à le faire, ça, du coup ? Non, mais j'ai repris un nouveau truc là, mais ce sera peut-être pour le prochain épisode. D'ailleurs, oubliez pas, le prochain épisode sera la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et j'ai une nouvelle pratique maintenant que je vais dévoiler lors de la prochaine émission. La voix vous remercie. Banquier, reprenez. 16. Carte. 23. Ah, t'es content là, je te sens. 6 ou 16. Je joue ma carte magique. Hugo, vous avez décidé de jouer la carte DeLorean. Carte de contrôle du tempo. Vous laissez les autres se découvrir avant de jouer. Observez, puis décidez. En performance, le timing peut faire la différence. Banquier, exécutez les faits. Votre tour est suspendu. Vous prendrez à la fin. Blackjack, 14. Samy, tu es dans le viseur. Samy, vous avez été l'un des précurseurs du marketing d'influence dans le secteur du reconditionné, ce qui a propulsé DBC. Comment avez-vous eu ce flair avant tout le monde ? J'ai pas eu de flair, mais disons qu'à partir du moment où on utilise énormément une plateforme et qu'on est dans un business,
Ça peut être le cas pour justement Eddie, Eddie. le boss. Voilà, Eddie, le boss. Exactement. Donc pour LinkedIn, moi par exemple, LinkedIn c'est une plateforme que j'ai jamais utilisée. Ouais. Et la première plateforme que j'ai utilisée, il y avait Facebook. Après ça a été Snapchat. Instagram, j'ai pas trop été dessus. Et à l'époque, il y avait des pages un peu humour, salade niçoise, etc. Je sais pas si vous connaissez, ouais, voilà. Ça te fait remonter des souvenirs, là. Ouais, tu vois, salade niçoise, etc. 100% rire et tout. Et il y avait aussi des influenceurs. À l'époque, il y avait la télé-réalité, mais on faisait pas trop ce genre d'influenceurs-là. On faisait plutôt les influenceurs urbains. Et en fait, naturellement, quand je faisais le business, je voyais qu'ils avaient de la notoriété. Je voyais qu'ils faisaient des pubs, parce qu'ils avaient commencé quand même à faire des pubs. Et à ce moment-là, les influenceurs, ça coûtait quasiment rien. Donc en fait, on payait. Un taco, c'est. Tu dis ça, mais genre au début, justement, c'est pour ça qu'il y a les agences d'influence qui sont arrivées. C'est justement pour encadrer Réguler, ouais. justement le travail des influenceurs. À l'époque, tu vas dans un hôtel, t'avais la nuit d'hôtel contre un placement à plusieurs millions de vues, tu vois. Encore aujourd'hui, ça se passe encore comme ça pour certains. Ouais, pour certains, c'est encore comme ça, tu vois. Et justement, les agences sont arrivées pour réguler tout ça. Et nous, justement, on n'est pas passé par des agences, vu qu'on utilisait énormément ces plateformes, on consommait le contenu sur ces plateformes-là. Donc, on avait juste à contacter directement, en fait, les pages ou les influenceurs en question. Et du coup, on leur disait de venir en magasin. À l'époque, ils se déplaçaient sans souci. Et on faisait la collaboration pour presque rien. Et ça nous a permis de mettre en place des contrats avec des gens avec qui on a travaillé sur plusieurs années, encore aujourd'hui. Ouais, t'as pris le bon mouvement. Ouais, en fait, c'est une question de timing. Hein. Franchement, là, c'est vraiment une question de timing. Et pareil, là, pour TikTok, là, aujourd'hui, on fait plus trop d'influence. On en fait quand même. Mais là, on fait principalement des vidéos verticales, que ce soit sur TikTok, Short ou Instagram réel. Et ça marche super, super bien. Combien de followers là sur Sur TikTok, on a plus de 500 000 abonnés. Sur Snapchat, on a tous les comptes réunis, on a plus de 400 000 abonnés. Et sur Instagram, on a plus de 250 000 abonnés, tous les comptes réunis. Et c'est l'influence qui a vraiment aidé à faire péter ça? Ou c'est juste le timing marché? Sur Snapchat, ouais, c'est l'influence. 80% des abonnés qu'on a sur Snapchat, ils viennent de l'influence. On a un des trucs que j'ai pas réussi à faire, justement, et je sais pas si on peut appeler ça un échec, mais j'ai jamais réussi à avoir un compte Snapchat organique. Ça veut dire faire des vues, augmenter mes abonnés de façon organique sur Snapchat. Ça, j'ai jamais réussi à le faire. Par contre, sur TikTok, on a réussi à le faire. Et justement, sur TikTok, on est reparti de zéro. En fait, c'était une page blanche. Et le contenu sur TikTok, ça avait rien à voir avec ce qu'on faisait dans l'influence. Et ça nous a permis d'avancer en 3 ans. On a commencé le compte. En 3 ans, on a plus de 500 000 abonnés. La voix vous remercie. Banquier, reprenez. 21. À la banque. 14. 15. 25. Oh. Aïe, 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 aïe. On a gagné, messieurs. 4 gagnants. J'aurais aimé gagner avec une victoire écrasante, mais. 3e et dernière manche. « 12. 12. Carte, s'il te plaît. 16. T'as une carte si jamais encore. Eddie, vous avez décidé de jouer la carte Renaissance. Renaissance, carte de réajustement. Vous avez déjà pris votre décision. Vous avez tiré. Et maintenant, vous choisissez de corriger. En performance, ce n'est pas l'erreur qui compte, c'est la capacité à la rectifier. Banquier, exécutez les faits. Vous pouvez défausser une carte de votre jeu qui sera remplacée par une nouvelle. Moi, j'ai enlevé le 4. Et remplacée par une nouvelle carte. Oui, monsieur l'arbitre. Oh là 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 là. Ça, c'est pas l'enlever le 10. C'est un scandale, on appelle ça. Ouais. 16 toujours. Eh bien, une carte. 17. Eh oui. Oh. Alors Vas-y, continue, c'est juste mes plus 1. Et tu peux en tirer encore une. Soit joueur. Je me laisserai pas influencer. On passe au suivant. 16. Carte. 26. Ciao. J'ai vu que j'étais à la traîne par rapport à mes jetons, donc j'ai pris beaucoup plus de risques pour essayer de rattraper le peloton de tête. Aucun des risques n'a payé, donc finalement je me retrouve avec 2 jetons à la fin. C'est pas grave, c'est le jeu. Carte à 10. Bilal, Oui. tu es dans le viseur. Ok. Haute-Pierre, Strasbourg. C'est un quartier qui forge. Comment cela vous a-t-il construit? Haute-Pierre, c'est un quartier qui est en pleine expansion. C'est un politique. Non, c'est un quartier où j'ai fait mes repères, j'ai eu mes soucis, mes galères. Je pense que Haute-Pierre, ça m'a permis vraiment de me forger, d'avoir le caractère que j'ai aujourd'hui. J'ai eu des histoires compliquées, j'ai eu des belles expériences, des belles rencontres. Et aujourd'hui, j'essaie un peu d'être ce symbole pour les jeunes, notamment en développant dans le milieu associatif. J'essaie de développer le savoir se défendre pour que tous les jeunes ne subissent plus de harcèlement, parce que j'ai commencé la boxe aussi parce que je subissais un peu du harcèlement à l'école. J'étais le seul garçon de ma famille. J'ai grandi avec ma mère, donc c'était pas évident. Et quand j'avais des soucis, j'avais personne à qui appeler.
Donc moi, je devais me débrouiller moi-même. Et donc les gens en profitaient souvent et je trouvais ça un peu dommage d'être le bouc émissaire parce qu'on n'a personne à qui appeler. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie que ça se reproduise à d'autres personnes et donc j'essaie de partager ça et de permettre à d'autres personnes peut-être qui n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir être accompagnées, de pouvoir avoir la confiance en eux pour affronter les problèmes et les injustices de la vie, si je peux dire ça comme ça. Ouais. J'ai créé une salle d'arts martiaux dans mon quartier. C'est la première salle d'arts martiaux, un dojo vraiment fait que pour ça. C'est déjà une belle récompense pour moi. Mais je capte pas pourquoi toutes les personnes qui font du sport autour du combat, je sais pas pourquoi, ils ont tout le temps des belles âmes. Dans le sens où ils sont, tu vois, ce que tu viens de dire, franchement, c'est tout à ton honneur. Enfin, tu dédies quand même des moments de ta vie, de l'énergie pour une cause qui est ultra respectable, qui en plus fait partie de ton parcours. Donc bref, pour moi, ça a vraiment énormément de sens. Pourquoi tu penses que généralement les gens qui font du sport comme ça, de combat, ils sont aussi généreux, tu vois? Moi, je pense qu'il y a Enfin, je pense pas, je pense que c'est la réalité surtout. Enfin, si, je pense, du coup. Je pense donc. Dis-nous ce que tu penses, vas-y. Mais il y a un mec que j'aime bien, il se reconnaîtra, Youssef Bouganem, qui est un grand boxeur, peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Il disait, tu peux pas avoir une grande carrière dans les arts martiaux, dans la boxe, t'as pas un parcours d'enfance difficile. En fait, ton parcours d'enfance te forge et te permet d'aller très loin parce que le haut niveau, c'est très compliqué. Et quand tu fais un sport de combat où tu prends des coups, en fait, t'as envie d'arrêter parfois. Tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Et parfois, c'est même mal payé, c'est même pas respectueux. T'as deux choix. Soit tu te renfermes aussi sur toi et tu dis, nique le monde. Voilà. Soit, comme l'a dit Eddy, tu t'ouvres aux autres et tu les aides. C'est le choix que t'as fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. T'es très actif aussi dans le milieu associatif strasbourgeois. Je suis président depuis maintenant 10 ans cette année. Donc, à 20 ans, quand je rentre en école de commerce, moi, j'ai dû reprendre une association. Alors que de base, je rentrais en école et j'avais pas le temps pour ça. Mais c'était ça où l'asso est fermée. Et donc, moi, comme je voulais pas laisser les gens à la rue et l'association était aussi une association qui avait des capacités, qu'elle était aussi... c'est mon entraîneur que je considère un peu comme mon deuxième père qu'il avait créé. Il part à la retraite. Je voulais continuer ce projet-là qu'il avait construit. Et aujourd'hui, je pense que je me débrouille bien. Et aujourd'hui, l'associatif, ça me permet de créer des relations et permettre à des jeunes de changer. Il y a avoir du sens aussi dans ce que tu t'entreprends, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais, tu vois, donner. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tellement donné, j'ai du temps, de l'énergie. Je peux même plus compter le nombre de choses que j'ai données. Et j'ai pas forcément tout eu directement, mais je sais qu'un jour ou l'autre, on récupère tout ce qu'on donne. Bilal, t'as grandi autour de femmes, autour de ta famille. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé à avoir cette sensibilité? Je pense que c'est la sensibilité. Ouais. Moi, j'ai grandi, j'ai une grande sœur et un petit frère. Je pense que le fait de voir ma mère se battre et le fait de voir qu'une femme aussi peut se débrouiller seule et assumer 3 enfants, je me suis dit en fait que... Alors, c'est pas les femmes sont supérieures aux hommes, les hommes sont supérieurs aux femmes, c'est vraiment les femmes sont parfois sous-estimées. Et j'ai eu beaucoup de fierté et de mérite et fier d'avoir une mère comme elle. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre aussi tout ça et de lui dire que tout ce qu'elle a fait, ça sert à quelque chose. Donc je suis content. Et le fait d'avoir été dans une classe avec des filles aussi, j'ai aussi beaucoup appris et je pense que ça m'a... Alors on dit parfois ça a développé ma part de féminité, je pense qu'on l'a tous, mais ça a beaucoup développé ma sensibilité, je pense. Okay. Le fait d'être... Et ça, j'en suis content. On peut être un gros dur et être sensible. J'ai eu presque à peu près le même parcours, sauf que j'ai pas continué dans la boxe. Moi, je fais justement 2 ans de boxe anglaise et pour les mêmes raisons que toi. J'avais commencé parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, je faisais 1m50 et après, j'ai grandi d'un coup. Et en fait, à ce moment-là, t'es grand maintenant. Voilà, je suis grand, je fais 90, 91. Et ouais, en fait, c'est ça, tu ressens en fait c'est de l'injustice, etc. Et tu sais pas en fait comment justement régler ce problème-là. Et moi, justement, la boxe anglaise, ça m'a permis justement d'extérioriser, de me dire que voilà, moi aussi, je peux me défendre justement. Et pareil, ouais, moi, je suis d'une fratrie on est 3 avec une mère et c'est vrai que le fait de voir quelqu'un galérer et réussir à s'en sortir dans des conditions qui sont pas faciles, ça te donne la force d'aller plus loin. Bon, ça m'a pas donné la force de continuer à la boxe anglaise, mais ça m'a peut-être donné la force d'entreprendre. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de parcours parfait. Tu vois, on va pas dire qu'aujourd'hui, grandir qu'avec une mère, c'est ce qu'il faut pour être fort et tout. C'est juste qu'en fait, ça rééquilibre les choses et ça t'apprend des choses que peut-être d'autres n'auront pas. Et c'est différent. Moi, par exemple, aujourd'hui, tu vois, genre demander à mon père, ouais, papa, je peux avoir ça et tout. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que ça pourrait me faire ressentir. Mais c'est pas grave. J'ai compensé avec autre chose. Et c'est ça le truc. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un truc sur lequel j'aimerais bien mener un combat plus perso. C'est le fait que, du coup, on est tous les 3 binationaux. Si t'es un maghrébin, tu t'abonnes à la chaîne.
Mais en gros, j'ai quand même l'impression que quand on est un binational, finalement, ou en tout cas on est franco quelque chose, et fier des deux origines, bah on se sent toujours dans l'obligation presque de compenser par justement faire un sport pour justement être peut-être moins maltraité parce qu'on n'est pas capable de le faire avec le langage peut-être, ou parce qu'on a un complexe. Enfin, moi dans mon cas, j'ai eu d'autres situations où j'ai fait des choses différentes que voilà du sport de combat. Et du coup, je me demande si en fait quelqu'un qui grandit et qui a des parents du coup qui sont présents, qui ont du coup une stabilité parce qu'ils sont là depuis des générations, etc. Où il y a les grands-parents autour. Est-ce que finalement ils ont moins ce besoin de compenser? Là où, chez toi, tu vois, tu viens de le dire, moi, je demanderai jamais un truc à mon père. Et moi, ça fait partie aussi de mes valeurs de pas aller demander à mon père. Je sais pas ce que tu penses de ça aussi. Dans les gens que tu accompagnes, tu vois aussi des personnes, enfin, est-ce que tu vois beaucoup de binationaux ou est-ce que tu vois... Il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a un peu de tout, mais c'est juste que c'est une force en même temps, c'est une faiblesse en même temps une force, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que ce que tu as dit, c'est vrai. En France, parfois, quand je vois des commentaires sur les réseaux sociaux, ça fait mal, tu sais, quand je boxe en équipe de France et que je vois dans des commentaires, mais il est pas français, lui, tu sais, des mots que je vais pas répéter. Bah, tu dis, mais en fait, je crois que je suis plus français que toi. Tout ce que je fais pour la France, l'associatif, le fait de combattre pour représenter les couleurs de la France à l'échelle mondiale et tout, ben si, en fait, je suis plus français que toi, mais du coup, ça fait mal. Donc ouais, je pense à ce côté peut-être pour les binationaux d'avoir cette envie de prouver qu'ils méritent d'être français. Et en même temps, c'est une force, parce qu'en fait, ça nous oblige à faire encore plus que les autres. Est-ce qu'il y a besoin de le faire? Je sais pas. Ça, je pourrais pas t'y répondre, mais en tout cas... Ouais, je pense que il n'y a pas vraiment de vérité, en fait. Ça dépend vraiment du parcours de chacun. Dans cette injustice, ça te pousse quand même à être meilleur, même s'il n'y a rien de sain là-dedans, on est d'accord. Et tu vois, derrière, aussi, je rebondis, si t'as deux parents qui s'occupent de toi, qui sont aisés, etc., ça t'empêche pas d'être aussi un bon boxeur. C'est juste que t'auras peut-être un cran d'avance, mais par contre, celui qui charbonne derrière et qui se donne les moyens, peut-être qu'il va te rattraper. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence. Ok. C'est pas là où tu démarres, c'est plutôt là où tu arrives à la fin. Ah, c'est beau, ça. La voix vous remercie. Banquier, reprenez. Je vais tirer. S'il te plaît. Je te fais un bisou. Est-ce que je vais être joueur? Attends, ça fait combien? Ça fait 19. Non, vas-y, laisse passer, vas-y. Ah, moi, j'aurais joué. C'est 19. 14. Ouais, ok. J'aurais cherché les 2 points. 15. Ouais, tu peux tirer encore. 20. Ouais, c'est bon. Purée, Xavier Niel, là. 12. Vas-y, tire. 20. Voyante. Antoine, vous avez décidé de jouer la voyante. La voyante, carte d'avantage informationnel. Vous voyez la prochaine carte avant tout le monde. Si elle vous convient, vous la prenez. Sinon, vous sécurisez votre position et vous vous arrêtez. En performance, l'information réduit le risque. Banquier, exécutez les faits. Donc je montre la prochaine carte du sabot à tout le monde. Vous pouvez la garder, l'ajouter à votre score actuel. Que à moi. Oui. Ou la refuser. Oui. Là, je la refuse. J'ai bien suggéré des petites cartes. J'avais la voyante, je crois bien, qui m'a fait en tout cas rester devant aussi quand il le fallait. Refusez, votre tour s'arrête et les cartes de la banque. 19. Oh. Et grâce à moi... 3 gagnants. En soi, un peu dégoûté parce que j'ai pas pu jouer ma carte Joker à un moment donné. J'avais oublié. C'était la carte où je faisais tirer, je le faisais retirer. Il y avait ce moment-là, qui était un moment difficile à digérer. La seconde partie est terminée. Le joueur en pole position est Samy, avec un score de 5 jetons de victoire. Si tu dis peu importe ce que tu fais, t'auras le même résultat. Mais genre, c'est totalement faux. La Russie, il a été élu, Poutine, non? Oui, mais t'es élu. Sur le papier, il est élu. Et si t'es capable de contre-pouvoir apporter au pouvoir, ça fait forcément des dérives. Mais aucune performance ne s'est détachée. Nous avons une égalité.